Ah, j'ai eu un truc, c'est enregistré. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat social fait maison. C'est toutes ces idées, tous ces besoins qu'on sent, puis on s'est dit, on va faire quelque chose. Et les workshops résilience, c'était vraiment une réponse à une ambiance un peu, en anglais, languishing. Ça veut dire on n'est pas vraiment dépressif, mais on n'est pas au top. Ça, on a vu au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sociétal, qu'il y avait une sorte d'ambiance un peu plombée. Et puis là, on a dit, on va faire quelque chose. Et ça, c'est pour moi, c'est un peu mon introduction pour dire, c'est pour moi l'entrepreneuriat social. C'est de dire, j'ai une idée, j'ai un besoin, je vois un problème, je veux faire quelque chose. Voilà. Merci. Ok, merci à nos experts pour leur présentation. Maintenant, on aimerait passer un peu au vif du sujet. Aurora a déjà un tout petit peu commencé avec une petite explication de ce que c'est l'entrepreneuriat social, où elle a un peu donné son propre exemple. Je ne sais pas si les experts aimeraient ajouter quelque chose pour bénéficier des gens qui nous écoutent de ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat social. Comment vous l'entendez? Quelles sont vos observations par rapport à ça? Yeah. La parole est à vous. Il n'y a pas... OK, Christina. Oui, allez, je peux partager un peu. Donc, c'est vrai que on n'est pas une structure qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on a voulu être ouvert à tout projet d'entrepreneurs réfugiés. On va dire, si on peut le dire comme ça, le social, c'est de dire de donner une opportunité à une population qui a plus du mal à se lancer sur un marché par nature de l'expérience de vie qu'ils ont vécue. Ceci dit, on attend et on voit dans les projets qui postulent pour être soutenus et pour faire partie du programme FAIR, de plus en plus ont un axe social là-dedans, que ce soit côté environnement, que ce soit insertion sociale. Et donc, je pense, pour nous, vraiment, c'est une idée de dire, de toute façon, c'est la voie de la future. Ça va être le futur. On ne peut pas aujourd'hui considérer une entreprise sans prendre en compte l'humain, l'impact social, l'impact environnemental. Parce qu'on part, aujourd'hui, les populations en général, et donc les futurs clients, sont de plus en plus concernés par ces questions et exigent des entreprises avec lesquelles ils vont acheter les produits et les services cet aspect-là. Après, ça peut prendre de maintes formes. Et je pense, pour vous donner quelques exemples, donc c'est un peu l'idée, une définition qui vient de l'OCDE et du Banque mondiale, dans le sens où une entreprise qui met l'humain au centre, Human-Centered Business Model. Donc en fait, quand le modèle économique prend non seulement en compte les profits, mais les profits qui n'impactent pas négativement l'environnement et qui rendent la vie des personnes autour, que ce soit les clients, les salariés, meilleure. Je peux vous... Oui, je vois qu'Aurore a envie de... J'ai fait ouais. Vas-y. Donc, en fait, voilà, deux exemples. Un, c'est un de nos entrepreneurs, en fait. Donc, c'est une entreprise de recyclage de métal. Et donc, on peut dire recyclage de métal, déjà, il y a le côté environnemental. Mais en fait, l'entrepreneur, il a vu et il a voulu ajouter un élément. Et donc, dans son business model, il intègre une population qui est également exclue de la société, c'est-à-dire les Roms. Et en fait, les Roms qui sont aussi connus pour récupérer le métal là où ils peuvent, en fait, il les intègre dans son business model pour les professionnaliser et les faire entrer dans le système. Donc, c'est-à-dire qu'il a un système gagnant-gagnant. Donc, il leur fournit avec du métal. Donc, lui, il a des clients qui lui disent « J'ai du métal à récupérer, s'il vous plaît, venez le chercher ».
Et du coup, ça donne déjà du business garanti aux Roms. Et en échange, ils se professionnalisent, ils se créent leur structure d'entreprise, que ce soit une structure d'URL, SRL ou d'autopreneur, peu importe, mais ils rentrent un peu dans le système. Donc, c'est cette idée de cercle vertueux et également, tout comme faire à cette volonté avec les personnes qui sont issues de la migration forcée, de dire, de rendre une autre image d'une population qui est souvent vue comme, avec, on va dire, un œil négatif par les médias, par les gouvernements. Donc, c'est cette idée de dire, on peut faire de l'argent, on va être profitable, mais aussi on peut intégrer dans le business model des éléments sociaux, environnementaux, de l'humain, pour que tout le monde en bénéficie. L'un n'exclut pas l'autre. Ouais. Et je pense qu'il y a même un exemple, c'est une boîte aux États-Unis, mais il y a un PDG aux États-Unis, Dan Price, qui a entre 6 et 10 ans. Il a décidé de couper son salaire en 4 ou 5, et il a fait en sorte que le salaire minimum de son entreprise, pour quel que soit le salarié, quel que soit le poste, c'est 70 000 $. Il y a eu une gros polémique. Beaucoup d'Américains ont dit non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il a triplé ses revenus. Et il y a une fidélisation de ses salariés. Et d'ailleurs, encore une fois, dans ce cercle vertueux, donc non seulement l'entreprise a plus de succès et donc peut embaucher d'autres gens, donc créer de la richesse économique, mais en plus, les employés, il y a environ 10 fois de plus de salariés qui ont pu s'acheter une maison. Donc, à leur tour, ils rentrent dans une économie positive. Donc, du coup, là, on voit quand même une entreprise avec une vision human-centered, qui met le humain au centre, qui fait de l'argent, qui fait des profits, qui, en gros, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais. Donc, Yeah. Merci pour ce que vous venez de présenter. Et c'est intéressant de voir que si on met l'humain au centre, on gagne. C'est toujours gagnant. Aurore avait un ajout. Oui, je voulais juste oui. ajouter parce qu'il y a une collègue coach qui met maintenant qui fait une nouvelle étape, c'est-à-dire elle a inventé, elle va mentoring sur les entreprises aimantes. Donc, elle a ajouté cet aspect-là, puis elle y va à fond. Elle a été CEO de plusieurs entreprises, donc elle a vu, elle a senti, elle a vécu des ambiances qui n'étaient pas trop aimantes, et puis elle s'est dit, je ne vais pas seulement mettre l'humain, mais tout. Et puis, pour arriver à ces mots-là, c'est amour. On peut pas dire autrement. Et puis, elle développe ce concept des entreprises aimantes. Et je trouve ça très courageux. Et c'est vraiment, pour moi, un nouveau step, encore plus loin. Un tout petit peu, est-ce que vous pouvez expliquer très bien le concept de l'entreprise aimante? Est-ce que c'est la même chose que l'entrepreneuriat social ou qu'est-ce qui est comme un jeu en fait? Oui, la question, ça serait quelle est la différence entre... comme on vient toutes les deux d'une formation qui s'appelle holistique. Ça veut dire la conception de l'être humain dans toutes ses dimensions, sans laisser aucune dehors. Ça va être intellectuel, émotionnel, spirituel, physique. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Donc, on va être au sens large de prendre soin de tout. Prendre soin de partenaires, prendre soin des clients, prendre soin et d'une façon vraiment où on met l'humain, mais pas seulement l'humain en tant que laisser les employés s'exprimer, prendre compte de ses besoins, mais vraiment ajouter les concepts d'amour. Ça veut dire on va un peu plus loin, on va prendre soin, mais au plus loin qu'on peut. Et ça comme moteur de valeur. Et moi, j'y crois. Alors, j'ai hâte de voir comment elle va développer ça en tant que consultante.
Ouais. ce qu'elle va développer. Mais c'est une idée qu'elle vient d'avoir, donc elle s'élance déjà, elle a son entreprise qui va s'élancer dans ce sens. Entreprise. Oh, très intéressant. Charlotte, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci Yvette. Je voulais apporter un éclairage qui est une opinion. Moi, je suis mal à l'aise avec le terme d'entrepreneuriat social parce que je pense qu'il déplace la responsabilité en quelque sorte sur certains individus ou certaines entreprises qui seraient sociales et d'autres qui ne le seraient pas. Et je pense que c'est un terme et un cadrage de la discussion qui n'aide pas notamment les jeunes personnes qui se posent la question d'un choix de carrière et qui se considèrent avoir deux options entre l'entrepreneuriat, par exemple, ou l'entrepreneuriat social. Et je pense que c'est vraiment un problème pour le futur, puisque, comme dit Christina, et on l'entend de plus en plus dans nos secteurs, je dirais, évidemment, la question, c'est comment est-ce que toute l'économie peut être plus positive, plus vertueuse, plus partagée. Donc, j'ai un vrai souci, notamment avec, par exemple, des entreprises, entre guillemets, classiques qui soutiennent d'autre part des entrepreneurs sociaux. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans cette dichotomie, puisque dans tous les exemples qui ont été discutés là, hein, mais la première responsabilité de quelqu'un avec un pouvoir économique, donc notamment des dirigeants d'entreprise, c'est de rendre le système dans lequel ils sont plus vertueux. C'est-à-dire, évidemment, au moins ne pas aggraver le problème du réchauffement climatique. Idéalement aussi, essayer un petit peu de trouver des solutions, mais au moins ne pas l'aggraver, ne pas accentuer des discriminations, que ce soit de genre ou d'autres types de discriminations. Donc voilà, je trouve que tout le débat sur l'entrepreneuriat social depuis 10 ou 15 ans qu'il existe a un gros défaut, qui est celui de limiter la responsabilité de ceux qui ne s'autodéfinissent pas du secteur de l'entrepreneuriat social. Et c'est une opinion personnelle et je l'assume entièrement. Merci de nous faire partager de votre opinion personnelle. Et je pense qu'une question aussi en découle. Je m'excuse de rentrer un tout petit peu dans le débat, c'est parce que ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours poser ou relever des questions, mais quelles sont les solutions en fait? Vous venez d'assumer une critique à l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que vous voyez comme solution à ce dichotomie? Et pour être clair, je ne vois pas de problème dans l'entrepreneuriat social. Hein. J'aimerais souligner l'ambivalence pour moi de faire la différence entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Mais évidemment, le travail de ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, évidemment qu'il est remarquable. C'est plutôt une manière d'approcher la question de la responsabilité pour moi individuelle et organisationnelle, qui ne relève pas de certains héros qui veulent bien se payer moins et s'autodéfinir au fur et à mesure de leur vie, comme Aurora nous l'a partagé avec beaucoup d'authenticité. C'est pas une catégorie de personnes qui fait ça. C'est tout le monde. Enfin, la réalité est, je pense, plus complexe. Notamment, j'enseigne beaucoup à l'université. Notamment, je pense pour les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi de différence entre un chemin tout tracé qui nous amènerait d'une part à être CEO, surtout quand on est en école de commerce ou d'autres ou école d'ingénieur ou des professions, des formations comme ça qui prépare à des rôles de dirigeants. Il n'y a pas d'une part un chemin tout tracé qui nous amène à être CEO et à contribuer au problème, ou d'autre part un chemin héroïque qui serait d'être entrepreneur social. Donc pour moi, pour répondre à votre question, Yvette, je pense que ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de recadrer dans tous les contextes où je suis la question pour que les gens se rendent compte que c'est une différence complètement artificielle entre deux choses qui ne devraient pas être séparées. Si on décide d'avoir un pouvoir économique et d'organiser des équipes et de monter des projets,
le fait d'être paniqué par le réchauffement climatique, d'être indigné par les discriminations et d'essayer personnellement et professionnellement de réduire ces différences, j'espère que ça va faire partie du travail de n'importe quel dirigeant à l'avenir. Et c'est ce dont j'ai l'impression, hein, en côtoyant les étudiants aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'appétit pour, en effet, assumer cette responsabilité, quel que soit le métier qu'on choisit. Mais pour moi, entrepreneur social, c'est pas un métier. Et j'aimerais que ça arrête de l'être comme une option alternative aux autres postes à responsabilité. OK. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions concernant l'entrepreneuriat social, peut-être on pourra passer à l'autre question de qu'est-ce que c'est l'innovation aujourd'hui? Quelles sont vos expériences par rapport à l'innovation, que ce soit dans vos travails? Voilà. Christina ou bien qui veut commencer à élaborer? Je peux commencer. Après, je pense que c'est l'expertise de Charlotte avec WowLab aussi. Donc, et même, c'est une des raisons que nous avons lancé dans le partenariat avec Place parce que c'était dans l'innovation, c'était dans la nouveauté et tester, donc expérimenter. Donc, pour nous, chez Faire, je veux dire, c'est très simple. Enfin, innovation, c'est la nouveauté. C'est un nouveau produit, un nouvel service, c'est une amélioration, c'est la création, ça peut être tout, mais c'est de la nouveauté. C'est améliorer quelque chose ou trouver un autre moyen de le faire, qui est plus efficace, qui est plus égalitaire, enfin voilà, il peut y avoir énormément d'éléments. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'innovations centrées autour de la tech, la technologie, parce que je pense que la tech, elle est juste de plus en plus présente dans nos vies. Mais après, l'innovation, ça peut être en tout. Enfin, KOCAB, c'est une innovation, innovation dans le recrutement et dans le business model. Il a juste créé quelque chose en utilisant une population qui était déjà active dans le secteur en l'incluant dans son business model, c'est-à-dire les Roms, pour récupérer le métal à recycler. Donc, je dirais ça, c'est une des innovations de son entreprise et son business model. Peut-être pas le seul, mais voilà, et c'est pas de la tech ça. Donc vraiment pour nous, forcément, on considère tous les entrepreneurs que nous soutenons et qui nous abordent. Ce sont des idées innovantes pour des entreprises qui apportent quelque chose de nouveau, qui offrent une nouvelle offre, service, qui répond à un besoin. Innovation, c'est aussi, j'ai identifié qu'il y a quelque chose et on n'a pas encore trouvé une solution. Moi, j'ai inventé un produit ou un service qui répond à cette problématique et qui offre une solution. Ça, pour nous, chez Faire, c'est l'innovation de l'entrepreneuriat. Donc, ça reste très basique et je veux dire concret là-dedans. Mais voilà, c'est comme ça que nous, on le voit en interne. Merci. Charlotte? Oui, pour faire écho à ça, nous, on parle souvent de challenge-driven innovation et c'est un petit peu ce qu'évoque Christina. L'innovation, pour moi, n'a de sens que si elle n'est challenge-driven, c'est-à-dire si c'est la réponse à des besoins exprimés ou non, ou émergents. Mais toute recherche d'innovation pour innover n'a, pour moi, absolument aucun sens. Par contre, je pense que dans les 5 dernières années, il y a beaucoup plus de prise de conscience du besoin d'innover à plusieurs niveaux, en effet. Donc avant, je pense quand on entendait le mot innovation, c'était en effet beaucoup plus associé à la tech, aux hard sciences, j'ai envie de dire, à engineering, à l'infrastructure. Et maintenant, quand on parle d'innovation de manière générale, quand on voit où émerge ce mot, c'est d'une définition beaucoup plus large. Les villes aussi, beaucoup de maires ont vraiment adopté des démarches innovantes envers les citoyens pour faire remonter des idées, pour gouverner un petit peu autrement sur les questions locales.
Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence aussi sur l'évolution de l'innovation. On parle d'innovation citoyenne, de participative governance, donc de gouvernance participative, de toutes ces manières de faire différemment, qui sont toutes de l'innovation. Hein. Comme Christian disait, il y a l'innovation de business model, il y a l'innovation de leadership, l'innovation technologique ou technique, mais qui ne fait que partie de cette vaste famille. Nous, notre accent avec Wow Labs, c'est toujours de rendre visible le système autour de la personne qui innove ou de l'organisation qui innove. Donc, je pense que l'important, c'est d'apprendre à innover en ayant the whole system in mind, comme on dit, donc en tenant dans sa conscience et dans son champ de vision le système qui entoure le point qu'on est en train d'essayer de changer. Donc, c'est relatif à systems thinking, system innovation, systems design, toutes ces disciplines qui sont émergentes, où il y a aussi des personnes qui se forment à ces disciplines. Donc, c'est super, des étudiants qui vont devenir une voie qui peut aussi un petit peu préserver cette expertise qui, je pense, va être de plus en plus importante. C'est-à-dire que d'essayer d'innover, donc de développer une nouvelle réponse à un point dans un système sans comprendre les variables du système, crée plus de dommages en général que de solutions. Donc, pour vous donner un exemple, les étudiants en tech ou en engineering ou en design qui se fixent sur le développement d'une solution, donc un produit ou un service en réponse à un problème spécifique, s'ils ne se rendent pas compte autour des systèmes, par exemple, sociaux ou des comportements sociaux que les personnes qui vont utiliser ce service, dans lesquels ces personnes qui vont utiliser ces services sont engagées ou qui découlent de l'utilisation de ce service, ça crée réellement de graves déséquilibres. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la Silicon Valley, qui a un grave problème de diversité, dont ils sont conscients, évidemment, et qui génère un grand nombre d'innovations technologiques et techniques. Le fait qu'il n'y ait pas comme partie intégrante du développement intellectuel, j'ai envie de dire, des personnes qui développent des solutions, il n'y a pas comme partie intégrante la prise en compte de ces systèmes, la compréhension des systèmes sociaux, une base de sciences sociales ou d'approche de la complexité ou d'interculturalité. Toutes ces choses qui sont complexes, qui sont massives, qui sont émergentes et qui compliquent en effet des systèmes purement technologiques ou techniques. S'il n'y a pas un moment dans le parcours de développement de ces personnes plus techniques, la prise en compte de ce qu'ils ne savent pas, de ces disciplines qui en général n'ont pas de rapport avec ce qu'ils font, on arrive droit dans le mur. Donc, tout ça pour dire l'innovation, pour moi, sans la prise en compte et la connaissance, et au moins la connaissance de la limite de l'innovation sans la connaissance du système, c'est aussi quelque chose de problématique pour moi. Donc, la réponse, c'est déjà d'essayer le plus possible d'intégrer dans les formations techniques ou technologiques ceux qui ont dans leur rôle formel de développer des innovations, d'essayer d'intégrer dans leur formation, mais également dans leur monde professionnel, des points d'interrogation, des interactions avec des personnes des sciences sociales notamment, qui peuvent introduire un petit peu de vision plus compliquée des comportements humains plutôt que de voir les personnes comme des utilisateurs de services. Et je pense que déjà, si on peut arriver à une pratique de l'innovation qui connaît ses limites, ce sera déjà très bien. Moi, ce qui me met mal à l'aise dans le monde de l'innovation, où il n'y a pas de diversité et où il n'y a pas d'interaction avec notamment d'autres disciplines, c'est le sentiment de toute puissance, puisqu'avec la technique, avec la technologie, on peut en effet faire des choses qu'on ne peut pas, entre guillemets, humainement, qu'on ne peut pas sans automation. Donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est juste de confronter ce monde de l'innovation aux dynamiques humaines, sociales, complexes, et d'engager des dialogues ou d'avoir des personnes qui sont avec un pied dans un monde et un pied dans l'autre, comme moi j'essaye de l'être,
il y a beaucoup de gens comme ça, qui au moins font les liens entre les choses. C'est-à-dire que ne pas avoir une équipe mixte, c'est un problème pour beaucoup de raisons. Pas seulement pour des raisons d'équité, évidemment pour des raisons d'équité, mais pas seulement. Parce que we don't know what we don't know, c'est ça le problème. On ne connaît pas nos limites. Et donc voilà, on est un petit peu... on est évidemment en plein cœur du monde de l'innovation, mais on essaye aussi d'être à ces marges pour faire le lien avec ce que le monde de l'innovation ne voit pas aujourd'hui. Merci. Vous avez Aurore, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors ajouter juste un petit truc, c'est l'innovation par la synergie avec la question avec qui je peux faire des choses. Donc, peut-être il y a une nouvelle solution à quelque chose, peut-être c'est une nouvelle façon de faire la même chose, mais avec qui? Et dans ces questions avec qui, je pense qu'il peut y avoir plein d'innovations. Justement, avec quelqu'un qui connaît mieux le terrain, avec quelqu'un qui... Et moi, j'aime bien me poser la question de qui fait déjà ça pour ajouter de la valeur, en lieu de se dire, moi, je vais innover, je vais lancer cette idée qui me tient à cœur, quelqu'un en soi, mais plutôt la synergie, tout ce qui est collaboratif. Je pense qu'il y a plein d'innovations là-dedans pour des choses qui existent, mais l'innovation, ça serait comment ça se relie. Puis je pense à des idées qui sont, je ne sais pas, comme Too Good To Go, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette appli avec laquelle on peut aller prendre le waste qui va être jeté de tout au petit restaurant. Et ils se sont dit, on va collaborer avec maintenant les gens qui amènent la nourriture à la maison. Donc, ce type de pensée avec qui fait déjà quelque chose, on peut innover dans la façon où on fait les choses. Et la synergie, pour moi, c'est juste, ça peut aller loin. Et souvent, on ne se pose pas la question. Je trouve personnellement, de ce que je vois, on ne se pose pas la question. Et si on va déjà chez quelqu'un qui fait quelque chose pour l'aider à le faire mieux? Pas forcément d'aller avec mon nom, avec mon idée, mais d'ajouter à quelqu'un d'autre, de s'ajouter à quelqu'un d'autre qui fait déjà quelque chose qui marche. Oui, merci. Je pense que c'est Charlotte qui, chez Place, vous avez parlé des actions ou des programmes que vous avez pour les immigrants. Et tout à l'heure, vous venez aussi de toucher sur la diversité. Est-ce que c'est possible de nous partager un tout petit peu comment vous liez diversité, immigration et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans le contexte de l'innovation, est-ce que vous avez chez Place, vous avez pu amener au changement dans les politiques quelconques qui touchent aux immigrants? Ouais, merci. Sur le dernier point, Yvette, personne n'a encore réussi à faire ça. Ce serait trop beau, mais c'est probablement la dernière chose qui va changer. Après les médias, ce sera au niveau global. Je veux dire, les politiques en général d'intégration qui arrivent à intégrer économiquement beaucoup plus rapidement des nouvelles populations. Ça, c'est vraiment le golden grail de tout le monde qui travaille dans ce secteur. Mais pour la question sur le lien entre l'innovation et la migration, pour nous, c'est très simple. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on innove ou on pense toujours à partir de qui on est, de ce qu'on sait. Donc, la démarche d'innover, elle est de créer une réponse à un défi qu'on identifie autour de soi. La migration, ce sont tout simplement des personnes qui sont dans un contexte nouveau pour une diversité de raisons et donc qui offrent des nouveaux points de vue sur un système qui est bloqué sur certains points, évidemment, comme tout système et comme tout pays. Donc, la question, c'est quand on arrive avec des
des fresh eyes dans une situation, quelles valeurs est-ce qu'on peut créer? Quels sont les défis même qui nous sautent aux yeux? Quels sont les défis qui sont relatifs à nous-mêmes, mais qui évidemment touchent d'autres personnes et qui auraient vertu à être résolus? Et ça, évidemment, c'est plus simple pour quelqu'un qui est dans la situation de faire face à un défi, de comprendre le problème, d'une part, de connaître d'autres personnes qui font face à ce problème et de savoir what success looks like. Qu'est-ce que une solution ferait vraiment en pratique? Qu'est-ce que ça changerait? Comment serait la situation si ce problème n'existait pas? Il y a une intelligence qui vient du vécu et de la perspective personnelle sur une situation qui, pour moi, est un atout pour innover. C'est un petit peu l'histoire que Christina nous racontait sur le fondateur de FAIR, qui a lui-même une expérience vécue de migration et qui interprète cette expérience vécue comme un atout entrepreneurial en termes de résilience. L'expérience qu'on fait de son propre point de vue avec les qualités que cette expérience nous fait développer sont pour moi tous des outils, des atouts pour l'innovation. Donc, c'est d'une part le potentiel d'avoir des meilleurs innovateurs, en quelque sorte, la migration, puisque ce sont des personnes qui, en effet, ont fait preuve de résilience et le font au jour le jour, et de créativité et de problem solving, puisque c'est ce qui caractérise le mouvement. Hein. On a besoin de se réinventer. Mais d'autre part aussi, des innovations qui répondent à des défis qui ne sont pas forcément identifiés par les acteurs officiels ou formels de l'innovation. Donc, c'est pour ces deux raisons principales que pour moi, la migration est vraiment une opportunité d'innover pour l'Europe en pratique. Ce n'est pas des concepts, c'est des réalités. Et cette innovation peut prendre différentes formes. Nous, en effet, on a un petit peu formalisé ces différents secteurs, que ce soit donc le monde des startups, l'intrapreneuriat ou l'innovation au sein des entreprises, dans le cadre du corporate sector, l'innovation créative ou en termes de médias, qui est vraiment, ça peut prendre plein de formes, ça peut prendre des arts visuels, ça peut prendre des récits, ça peut prendre la forme de multimédia ou d'écriture ou de représentation, c'est-à-dire la prise de parole en public, ce qui manque sévèrement, je dirais, ou évidemment de leadership public ou politique. Mais tout ça, pour moi, ce sont des étiquettes en quelque sorte qu'on met pour comprendre ce que fait quelqu'un. Mais en commun avec toutes ces démarches, c'est vraiment une démarche d'innovation, c'est-à-dire de dire, moi, d'où je suis, je comprends un problème, j'essaye de développer une voie et une solution envers ce problème, je vais y arriver, c'est la résilience dont on parlait. Et voilà, et peu importe en quelque sorte ce qu'en pensent les gens ou comment les gens me soutiennent. Ces gens-là, en général, trouvent toujours les ressources dans un écosystème pour arriver à leur fin. C'est plutôt au système d'apprendre à les soutenir et à les identifier et à les accélérer le plus possible. Mais de toute manière, ces personnes-là n'attendent pas d'être découvertes passivement. Les innovateurs sont par essence des personnes qui ont une démarche qui leur est propre et qui n'attendent pas qu'on leur demande leur opinion sur quelque chose pour agir. Merci. Aurore, elle voulait ajouter quelque chose? Alors, c'était un moment où on parlait de comment intégrer Ici, en Norvège, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de monter une start-up pour avoir des CV, blind CV. Donc, elle avait rencontré dans son conjoint des difficultés pour trouver un travail. Et puis, elle s'est dit, je veux faire en sorte qu'on ait des CV de qualité, qu'on leur donne vraiment la place à toutes les qualités dont tu parlais, Charlotte, de résilience et tout mais d'une façon
Donc, on gagne en visibilité parce que les CV vont être de très haute qualité, mais sans jamais dire d'où ça vient la personne. Sans photo, sans nom. Donc, c'est vraiment, je trouvais ça très, très intéressant parce que ça a commencé à marcher. Et puis, ils accompagnaient aussi la personne pour leur introduire comment c'est la façon d'avoir un entretien ici en Norvège, comment en fait sortir le meilleur résultat en s'adaptant, mais en restant authentique. Donc, cet équilibre entre s'adapter au milieu, mais rester authentique, et tout ça sans vraiment montrer nom et nationalité, je trouvais ça assez intéressant. Ok, merci. C'est intéressant comme exemple. Je ne sais pas si Christina veut ajouter quelque chose. Sinon, on pourra passer la parole aux questions, la place aux questions s'il y en a. Je ne sais pas. Je pense peut-être juste un dernier petit ajout en fait sur cette idée. C'est vrai que, ce que Charlotte a dit, il y a beaucoup d'écho forcément d'en faire notre mission et la raison d'être de faire. Mais c'est vrai que cette idée d'innovation rentre dans l'idée de... on a un autre entrepreneur qui, par son expérience, lui aussi, donc déjà son expérience passée, c'est-à-dire dans son pays d'origine, pendant tout son parcours, et une fois qu'il est arrivé en France, tout ça, c'était à la base de le développement de son entreprise qui s'appelle Solodoo, qui est une application pour les analphabètes, pour apprendre à lire et à écrire. En fait, par nature de ces rencontres, il a rencontré toute une population de personnes d'origine avec un parcours de migration, installées en France peut-être pendant des années, qui parlent français sans savoir lire ni écrire. Et en fait, apparemment, il y a quand même énormément de populations qui travaillent, qui ont un travail, qui ne demandent pas de lire et d'écrire, mais du coup, il n'y a jamais d'opportunité pour eux d'apprendre. Donc en fait, il a trouvé toutes ces problématiques. Je n'ai pas le temps d'aller dans des cours qui ont tous lieu le soir, moi je ne peux pas aller. Et en fait, il a créé cette application. Et donc, c'est vraiment dans cette idée de dire, c'est une cumule, c'est les expériences vécues, plus ce qu'on voit, plus ce qu'on identifie, plus nos compétences. Parce qu'il y a aussi quand même, il faut comprendre que quand même, un réfugié, c'est un parcours, c'est ce qui arrive à quelqu'un. Ce n'est pas une définition de qui cette personne est. Donc, ils viennent avec leurs compétences, avec leur expérience, et tout ça, c'est une richesse. Et il faut le voir plutôt comme une richesse que comme un poids. Ok. Merci beaucoup pour tout le partage de vos expériences et expertises en la matière. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite synthèse pour savoir, après la discussion, qu'est-ce qu'on retient, que peut être les recommandations, si vous avez à donner des recommandations par rapport au thème qu'on a évoqué, quelles seront des recommandations? On peut commencer par Charlotte cette fois-ci, pour ne pas que Christine commence tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions? Non, apparemment, il n'y a pas. Il n'y a pas de questions dans le public. Très bien. Donc, des recommandations sur quel thème, Yvette, parce qu'on a parlé beaucoup de choses, ou peu importe. On a parlé un peu sur l'innovation, l'entrepreneuriat social, mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ils ont un rapport quelconque. Et puis, on a un peu parlé sur la diversité. Donc, est-ce que c'est possible qu'on fasse une petite synthèse ou des recommandations quelconques? Je pense qu'on a aussi un tout petit peu, même si on ne s'est pas attardé dessus, parler un peu sur l'égalité des genres. C'est revenu un peu. Donc, si vous pouvez élaborer un tout petit peu sur ça et faire une synthèse des recommandations. Des recommandations, je ne sais pas, ça dépend à qui on les fait, mais moi j'ai envie de les faire plutôt aux personnes qui ont envie d'innover et d'entreprendre. Je ne sais pas qui nous écoute aujourd'hui ou qui nous écoutera plus tard, mais imaginons que ce soit des personnes qui se posent la question de leur capacité à le faire ou pas. Moi, la recommandation que je donne de toute manière, c'est de ne pas penser que l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est justement l'affaire de quelqu'un d'autre, parce que je pense que c'est en partie le problème. Évidemment, il y a le problème
quelle place il y a à table, en quelque sorte, hein, à la table de ceux qui prennent les décisions et de ceux qui ont aujourd'hui la capacité de prendre des décisions pour les autres. Évidemment, il y a un problème notamment, on parlait d'égalité des genres, d'opportunités, je dirais, de manière générale, pour des personnes qui n'ont pas été jusqu'ici à cette table. Donc, évidemment, il y a cette question-là de quelle place est-ce que les institutions et les structures formelles font pour des nouvelles voies. Mais ma recommandation, c'est de ne pas seulement mettre le problème là. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de définition. Je pense que quelqu'un aujourd'hui qui a envie de développer une idée, il ne faut pas attendre une étiquette, que ce soit d'un acteur ou d'un autre, sur est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on est innovateur, est-ce que c'est un territoire où on peut aller, est-ce que c'est une définition qu'on peut se donner ou pas. Les définitions, moi, je ne les considère pas, je ne les ai pas en haute estime, notamment parce que les personnes qui, je pense, ont le plus haut potentiel d'innovation, de l'innovation dont on a besoin en tant que société, ce sont des personnes qui ont du mal à s'autodéfinir en tant qu'innovateurs ou en tant qu'entrepreneurs. Évidemment, on parle des femmes, mais on parle aussi des minorités, évidemment des newcomers, des personnes qui arrivent dans un système et dont les preuves de légitimité ne sont pas forcément interprétées ici ou même traduites d'une manière qui est en leur faveur. Il y a plein de raisons de douter de soi. Il y a plein de raisons de se poser la question de la légitimité à développer une solution pour d'autres personnes, à monter un projet. Mais je pense qu'il y a les deux plans sur lesquels il faut agir, quoi. D'une part, et c'est un autre sujet, comment est-ce que les structures formelles ou officielles peuvent se renouveler et faire plus de place à d'autres types de personnes que celles qui sont aujourd'hui dans la salle, c'est évident. Mais aussi de l'autre côté, et ça c'est vraiment pour tout le monde, pour la société civile, j'ai envie de dire pour nous tous, et notamment pour nous femmes aussi, surtout si on a plus d'une culture en nous, ce qui est, je pense, le cas de la plupart des gens ici, de ne pas attendre des définitions qui viennent d'autres personnes sur est-ce qu'on est légitime ou pas, notamment à développer des innovations. Peu importe le terme, hein. L'innovation, c'est encore un de ces termes qui a un certain nombre de problèmes parce que c'est un territoire un petit peu gardé. Donc, si le terme n'est pas utile ou si le concept n'est pas utile, il ne faut pas que les personnes se bloquent dessus. La question, c'est est-ce qu'on a, en tant qu'individu, surtout si on a un parcours non linéaire et on a plusieurs cultures en soi, est-ce qu'on a une valeur à développer pour d'autres personnes dans le système où on se trouve là, maintenant, tout de suite, où est-ce qu'on vit? Si la réponse c'est oui, voilà, il ne faut pas trop se poser la question pour moi de l'entrepreneuriat social, l'innovation, etc. si ça bloque. Il faut juste se créer ses propres outils pour avancer et probablement on va rencontrer le monde de l'entrepreneuriat, probablement on va rencontrer le monde des investisseurs que Christina représente et qui, dans le meilleur des cas, donc dans le cas de fer, et je dis ça en toute sincérité, sait identifier des potentiels humains qui ne sont pas linéaires, ce que ne sait pas faire la plupart des investisseurs. Mais il faut pas attendre d'avoir une étiquette d'entrepreneur ou d'innovateur, que ce soit donné par une école, par une identité familiale ou par une culture ou par une langue pour développer des choses qui, en pratique, sont de l'innovation parce que sont tout simplement une réponse à quelque chose dont on a besoin. Oui, voilà, j'ajoute, c'est ça, c'est ma façon d'entreprendre. C'est ça, c'est pour moi, voilà, fait maison, comme je dis, c'est ça, le message que je me faire passer, c'est prenez une autre, inventez une autre, innovez une autre étiquette. Et voilà. Ok. Christina, quelque chose? Je pense, dans cette idée de dire, je rebondis sur ce que vient de dire Charlotte, dans le sens où, oui, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre fait l'exemple ou fait quelque chose, c'est-à-dire que sinon, on attendra tous. Donc, on peut tous agir à notre niveau. Et donc,
Donc, agir là pour faire, par exemple, c'est-à-dire, c'est d'investir et de parler de ce qu'on fait. On essaie d'être un exemple. Donc, soyez des exemples au sein de vos entreprises ou à la tête de vos entreprises ou vos idées. Ou si vous avez une idée, foncez. Il y a quand même quelques éléments, surtout sur cette idée de diversité. Il y a eu un article en 2019 dans un journal américain, Fast Company, qui a dit « Si les divergences salariales d'emploi entre les femmes réfugiées et les femmes locales étaient fermées, ça ajoutera 1,4 milliard au PIB mondial. » C'est énorme dans l'économie. Autre sans pour rentrer trop dans les statistiques, mais on sait, dans le monde entrepreneurial, qui est le monde de faire, on sait pertinemment que les investissements, quand on commence à avoir une entreprise à succès et on cherche du financement venture capital, il n'y a que 2,3% qui va aux femmes, quel que soit, et bon, en général. Donc, on imagine une femme issue de la minorité, une femme issue d'un parcours de migration, c'est encore plus difficile parce qu'on ne représente pas le visage que le jury sont en train de faire. Donc, chez FAIR, nous, on fait exprès d'ouvrir et on est ouvert, on cherche des femmes entrepreneurs. Et en fait, on a un jury en cours de sélection pour le programme de prêt de cette année. Et bon, on n'est pas encore à l'égalité en termes de projets de postulants, mais quand même, on a plusieurs projets qui sont montés par des femmes. Donc déjà, j'estime que c'est une bonne chose. Et ce qui est clair et net par rapport à notre évaluation, le fait qu'elles sont femmes, en fait, c'est un projet. On va évaluer leur expérience, on va évaluer la validité du projet. Donc, c'est-à-dire, ça ne devrait pas être un critère de sélection dans le sens où, bon ou mauvais, mais il doit y avoir plus de monde qui réfléchit à ça aussi et qui reconnaît que, attendez, voilà, et autre étude, en fait, c'est un Boston Consulting Group. En fait, ils ont évalué les entreprises créées par des femmes et en général, ils sont en entreprise pour entreprise avec des entreprises fondées par des hommes. Ceux des femmes ont des revenus plus élevés. En gros, 2 fois pour chaque dollar investi, les entreprises gérées par les femmes gagnent 2 fois de plus. Enfin, si ça, ce n'est pas un argument pour investir dans une entreprise gérée par une femme. Voilà, donc je pense qu'il faut s'ouvrir à ça et il faut reconnaître ses propres blocages et ses propres tendances sociétales dans lesquelles nous nous sommes ancrés. Il faut être ouvert à l'innovation qui est face à nous et faire ce qu'on peut faire à notre niveau. On ne peut pas tout faire, ça c'est sûr, mais on ne peut pas attendre non plus que d'autres font pour nous. Donc, chacun à leur niveau a quelque chose à apporter. Et en fait, tous ces éléments en boucle, ils vont créer, c'est l'effet boule de neige. Et au niveau éducation, au niveau nous parents, au niveau qu'est-ce qu'on transmet à nos filles, etc. Parce que quand on partage ces questions d'égalité de genre et on pose la question, combien d'entre vous, copines, avaient demandé une hausse de salaire? C'est vraiment très bas. Donc, juste aller dire comment il faut éduquer nos enfants pour qu'ils puissent avoir cette tendance à demander, exiger ou comprendre la vie d'une façon égalitaire dès la base, depuis le tout début. Ouais. Merci. Bon, apparemment, le temps est passé et on a terminé. On vient de passer 1 heure, donc je dirais qu'on peut clôturer s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui presse. Donc, yeah. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé et à la prochaine. Sûrement. Merci Yvette. Merci et à l'innovation pour les femmes aussi. Hein. Merci. Merci à toutes. Au revoir. Enchantée. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.